Nous prenons la dernière ligne droite de ce programme avec un thème portant sur l'administration camerounaise. Une interrogation. L'administration camerounaise est-elle restée une administration productive? Que produit réellement l'administration camerounaise? Je vais commencer par Alain Douquin. Lorsque vous observez cette administration camerounaise est-elle une administration de résultats? Non, on ne peut pas parler d'une administration de résultats parce que pour parler de résultats, il faut objectiver les administrations. Regardez nos administrations, regardez nos ministres, nos ministères. Il n'y a personne en réalité qui est effectivement au début du ministère, du magistère en question, on lui dit voilà la feuille de route, voilà ce qui est attendu de toi, voilà le job description, et voilà ce qu'on t'assigne comme objectif pour la durée, soit de ta mandature, soit en tout cas la durée magistérielle. Voilà ce qu'on t'assigne. Donc à la fin, on va contrôler. Parce que ça, c'est une des fonctions fondamentales du management. Le contrôle, ça manque vraiment chez nous. Il est question de planifier, donc de faire des prévisions. Il est question d'organiser. Il est question de commander. Il est question d'impulser, d'être là. C'est-à-dire que l'administrateur doit être là dans toutes les étapes de la gouvernance pour se rassurer qu'effectivement, ceux qu'il a choisis en organisant, en distribuant les tâches, en affectant les tâches, font effectivement ce qu'ils doivent faire dans les délais qui ont été impartis, etc. Puis à la fin de la chaîne, on a le contrôle. Est-ce que les objectifs que nous nous étions assignés ont été atteints, ont été réalisés? Et pour chacun de ceux qui avaient reçu une tâche, ça manque criardement dans notre administration. Absolument pas. On évolue comme ça, une navigation à vue, ça va à volo. Le truc, c'est recevoir les budgets et les utiliser, ma foi, comme on entend. La plupart du temps, ce n'est même pas pour réaliser les missions qui nous ont été affectées. La plupart du temps, ici, chez nous, nous avons des managers qui sont des managers demi-seniors, des demi-urges, qui centralisent tout sur eux. Toutes les ressources, il les siphonne. La plupart du temps, les collaborateurs sont totalement des collaborateurs fantoches, parce qu'il faut véritablement, dans un contexte qui est celui du culte de la personnalité, qu'on ressente bien que tout repose sur le manager, etc. Donc du coup, tout est siphonné au niveau de la noix, du niveau où il se trouve dans la pyramide hiérarchique de la structure, et puis finalement il y a cette espèce de dysfonctionnement qui fait que quand il n'est même pas cette espèce de seigneur qui veut tout siphonner à son niveau, la plupart du temps on maquille dans notre système les incompétences avec des administrateurs qui sont des griots. C'est-à-dire qu'au lieu de s'exercer à exécuter ce qui est attendu d'eux comme tâche, on les retrouve la plupart du temps, par-ci, par-là, toujours en train de mener des campagnes médiatiques pour dire comment l'administrateur le plus élevé, à savoir le chef de l'État, et s'il est ça, il est le plus brillant, il est ci, il est ça, patati patata. Et comme ça, à force de le faire, ils se disent que ça vient occulter leur incompétence. Donc on a ce type de manager, des managers griots, qui ne font pas leur travail. Ils pensent que le simple fait de s'investir à dire que tout va bien et que le chef de l'État fait ci, ça correctement, etc., ça les dédouane. C'est vraiment lamentable. Et c'est le système dans lequel nous sommes. Il n'y a pas une administration véritablement arrimée sur ce que doit être une administration et focalisée sur les objectifs. Merci, Alain Douc, Thierry Djoussi. À une certaine époque, je pense que c'était lorsque le ministre Louis-Paul Montazeux était secrétaire général des services du Premier ministre, on avait mis sur pied ce qu'ils ont appelé les feuilles de route. Les feuilles de route. Et ces feuilles de route-là, on devait les évaluer. Je pense même qu'il y a même eu des séances de formation. Je pense que c'est M. Montazeux qui était même le formateur. Il formait d'abord les ministres et après on évaluait. On appelait cela des feuilles de route. Où en sommes-nous avec cette initiative des feuilles de route qui n'était pas une mauvaise pensée? La vérité, c'est que ces feuilles-là se sont égarées en route. Les feuilles de route se sont égarées en route. Oui, elles sont égarées. Est-ce qu'on en parle encore? Même l'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation, puisqu'il était question d'évaluer tous les 6 mois. Qui a été évalué? Je crois que c'est même les mêmes qui sont là et c'est pour ça que nous avons les mêmes problèmes. Oui,
Quand vous avez les mêmes dirigeants, les mêmes ministres, les mêmes DG, attendez-vous à avoir les mêmes problèmes. Et la vérité est parfaite, elle est triste, c'est que nous sommes un pays gâteau. Ça veut dire quoi? On est un pays gâteau. Quand les résultats de l'ENAM sortent, les résultats de l'EMIA et d'autres grandes écoles, qu'est-ce que les gens regardent d'abord? Chacun regarde s'il y a le nom de sa région. Oh, ces produits de l'ENAM, EMIA, École normale, tout ça, c'est eux qui constituent l'administration. Tout à fait. Bon, si les critères reposent juste sur le partage du gâteau, il faut la part du Nord. D'ailleurs, quand le Nord n'a pas sa part, vous entendez? On ne prépare directement un mémorandum. Non, le Nord ne blague pas. Hein. Vous savez ce que le Grand Nord avait fait au sujet de l'école normale de Marois. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une école qui est construite sur la terre de leurs aïeux et que leurs enfants ne puissent pas aller dans cette école. Et le président de la République a dit, le Nord a raison, prenez tous les enfants du Grand Nord qui ont fait le concours. Et on a pris tout le monde. On a mis des avoués, femmes Ndongo, et la vie a continué. Et vous avez vu récemment, le Grand Bam est entré dans la danse. Ah bon? Quand Ils font ce que le Grand Bam est sa part. Les revendications du Grand Bam, c'était quoi? Ils disent que non seulement nous n'avions pas assez de postes, mais ceux même que vous aviez nommés, ce sont des mauvais frères. Ils ne servent à rien. Où est-ce que vous avez lu dans ces mémorandas là une seule note qui parlait de production, de résultats? Le Cameroun est un pays. C'est le mapartisme. Oui. Chacun veut sa part. Oui, vraiment, je voudrais aussi saluer la mémoire du professeur Mounou Nzana, tout à fait, qui est l'auteur de cette belle formule. Tout à fait. Le Cameroun est un pays gâteau. C'est tout. Les gens veulent juste savoir, est-ce que ma région a le poste? Est-ce que ma région a son quota à l'ENAM, son quota à l'EMIA, son quota, etc. C'est tout. Maintenant, on ne peut pas produire des résultats dans de telles circonstances. Sauf si, parce que là, j'y pense à l'instant, il y a des sages qui disent souvent que quand nous voulons nous discuter, asseyons-nous d'abord et on réfléchit sur le sens des mots. Ici, on parle de quels résultats? Résultats économiques, résultats politiques, résultats sociaux. Si c'est pour le résultat politique, il est là. Le même est là en poste depuis 4 décennies. Ce n'est pas donné. Donc il a sur le plan politique, il y a un résultat. Cette politique produit des résultats, c'est-à-dire le régime se maintient. Sur le plan social aussi, il y a plus ou moins un résultat parce que quand les gens veulent que leurs frères soient en poste ou que leur région ait un peu plus, c'est parce que derrière, on sait que si vous aviez quelqu'un qui est directeur général, bon, il va un peu diminuer le taux de chômage, même si ce n'est pas dans le village, au moins dans sa famille. D'ailleurs, allez dans certains cabinets ministériels ou bien dans certaines entreprises, vous voyez la langue qu'on parlait là-bas. Lorsque vous allez entendre la langue qu'on parle là-bas, on n'avait plus besoin de demander qui est DG ou bien de quelle tribu est le DG. Donc voilà, sur le plan social et politique, je peux dire que bon, l'auteur de cette politique, le renouveau, le RDPC, bon, je crois que les résultats sont atteints puisqu'il est là. Mais sur le plan économique, production, la richesse nationale, bon, c'est lamentable. Merci parce Thierry. que vous ne pouviez pas avoir pour objectif la satisfaction des régions et vous attendez des résultats économiques. Quand les régions sont satisfaites, c'est vrai, il n'y a plus trop de mémoranda. D'ailleurs, le dernier du Grand Nord, ça date déjà. Parfait. Donc là-bas, c'est le calme. Il y aura certainement un nouveau avant 2025. Du Grand Nord. On peut renouveler les doléances, les attentes. Ça, c'est un scoop, là. Non, c'est pas un scoop. Nous faisons dans l'analyse. Je vais vous voir après pour la prochaine une d'info matin. Le prochain mémorandum du Grand Nord. Bien des choses à notre grand frère Guibaï Gatama. Alors, Pierre Blériot, Ignamek, le mot a été sorti tout à l'heure par Alain Douk, la navigation à vue. Nous parlons, nous rions, nous pouvons sourire, mais lorsque vous observez de manière profonde notre administration, n'avez-vous par moment pas l'impression que nous sommes dans la pure navigation à vue? Parfait. Il faut peut-être, quand on veut en parler, faire l'historique de notre administration, comment elle est née. Il faut dire à ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'administration camerounaise que lorsque la France a pris la direction du Cameroun, elle nous a envoyé des sous-fifres, des gens sans aucune épaisseur intellectuelle, sans aucune formation. Pour la plupart, c'était même des militaires.
qui sont venus nous gérer ici. C'est eux qui ont d'abord administré notre pays. Ils nous ont enseigné de mauvaises habitudes. Comme nous étions appelés les indigènes, le blanc arrivait toujours en retard. Parce qu'en Europe, on n'arrive pas en retard. Et les nègres attendaient l'arrivée du blanc. Ils étaient souvent sous le soleil et autres. Ils n'avaient pas pour objectif des performances, des résultats. L'argent venait de leur côté là. Et puis l'administration, c'était pour montrer qu'on est grand. Quand ils sont partis, il y a un célèbre philosophe qui écrit, Frantz Fanon, masque blanc, peau noire. Les Noirs qui leur ont succédé ont repris exactement les mêmes habitudes. Il fallait singer le blanc. C'est-à-dire un sous-préfet devait rester à la maison tard. Lorsque la réunion était prévue à 8 heures, il devait venir à 13 heures. Se rendre compte que les populations étaient essoufflées, qu'elles l'avaient bien attendu. Et quand il passait, il se rendait compte que son pouvoir avait agi. Ensuite, cette affaire que vous appelez tribalisme aujourd'hui, j'entends regain de tribalisme, discours haineux. Mes aînés sont malhonnêtes. Le tribalisme a été introduit au Cameroun dès les premières années de l'indépendance. Il a été institutionnalisé. Dans la même école, les uns entraient avec le bac, les autres entraient avec le BPC. Les premiers sortaient administrateurs civils, les autres sortaient administrateurs civiques. Donc, on a commencé, on dit que non, il faut arrimer. C'est-à-dire qu'au lieu de permettre à ceux qui n'avaient pas le niveau de monter par l'effort, on a commencé à dire que si on abandonne, on a donc mis dans la tête du fonctionnaire qu'il est le fonctionnaire de son village. C'est pour cela que M. Duisse, c'est ça, disait ici que quand les résultats sortent, on cherche les noms des Bassards, les noms des Bamileke, les noms... Ça veut dire que c'est une administration villageoise. Quand tu sors de l'ENAM, on vient fêter chez toi. Tu es le magistrat de ton village. Tu es le sous-préfet, l'administrateur civil de ton village. Ces réflexes-là sont restés et personne ne va travailler pour... Et notre administration n'est pas une administration de performance. J'étais tout jeune à Edea. Je vais à l'école et un policier allait au travail vers 11 heures. Il salue un monsieur qui gérait une station. Bonjour, le patron du monsieur de la station, un blanc, un grec. Lui dit, mais ton frère là te salue, il fait quoi? Il dit, il est en train d'aller au travail. Le grec dit, à 11 heures, et le tenant de la station lui dit, mais il va même très tôt aujourd'hui. Mais quitter Yaoundé. Dans la périphérie, il y a pas, les gens ne vont pas au travail. En dehors des enseignants qui sont obligés d'aller à 7h30. Tous les autres ministères qui sont représentés dans les départements. Il n'y a rien, les bureaux. Vous allez. Les délégations. Tout est fermé. Mais c'est pas une administration de performance. On recrute les gens. Le seul endroit où tu peux travailler, c'est être à Yaoundé, Douala, Bafoussam. Mais après ça, à Macaque, c'est fermé. On va dire que la délégation départementale de Kuala, à d'arrondissement. Donc, c'est pas une administration de performance. Il faut donc pas attendre. C'est une administration de prestige. Parce que quand tu dis que je suis... Avant, c'était comme un objet de vantardise. C'est vrai que ça devient plus honteux aujourd'hui. Quand tu parles à quelqu'un, tu sais que tu as affaire à un fonctionnaire. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui fonctionne. C'est-à-dire que il a un rythme, il a l'argent, même s'il ne part pas travailler. D'ailleurs, c'est ce que nous entendions les parents de l'époque dire. L'avantage avec la fonction publique, c'est bêtise à écouter. L'avantage avec la fonction publique, c'est que même si tu restes 30 mois à la maison, à la fin du mois, il n'y a pas de salaire qui passe. Donc, regardez, c'est ma fait de parallèle avec le privé. Tente, tu dis souvent ici, c'est pourquoi nous sommes payés. Tente de rester 2 jours si monsieur Dieu donne 20 va te donner ce pourquoi tu es payé. Donc, voilà, on ne part pas au travail, on dort. Mais tu voyais des gens au quartier, c'est des fonctionnaires. Ce n'est donc pas une administration de performance. Personne ne lui demande la performance. Si on avait dit par exemple que dans chaque ministère, vous produisez l'argent qui permet de vous payer. Ouais. Ah ben, on a vu des structures comme ça. Vous produisez l'argent qui permet de vous payer et on vous paye au prorata des bénéfices que vous avez générés.
ainsi c'est un exemple, hein. Encore que l'État a prétendu se détacher, mais l'État a encore pris tout le budget. Il a remis sur lui-même. Et vous savez de quoi on accuse souvent les fonctionnaires? Non. Sous-utilisation du budget. Alors, vers la fin de l'année budgétaire, les gars engagent donc. Les séminaires, Si on explique même aux gens qui ne connaissent pas les ministères, vous croyez que les gens travaillent avec 75 000, pourquoi? On commence donc 150 jours de mission à tel. On commence donc à remplir les fiches, pour que l'argent sorte. Voilà, c'est cela. On n'est pas sérieux. Il fallait réformer totalement l'administration héritée de la France. En France, ce n'est pas comme ça qu'on agit là-bas. Ils nous ont laissé la brocante. très bien. Alain Douk veut absolument réagir. Par ailleurs, allons-y en minute. quand vous avez une administration publique, en réalité, Oui. qui est à contre-pied de l'efficience et de l'éthique. Parce que ça, c'est encore un gros problème. Des problèmes d'ordre éthique. Et la poursuite, comme on disait, des performances, de l'efficience, de l'efficacité. Vous avez des gars, ils sont là, ils sont dans les cumuls. Et le cumul est institutionnalisé. Hein? On a des administrations finalement où on a l'impression qu'il y a des surhommes dans un contexte où il y a un taux de chômage exacerbé, les jeunes cherchent des opportunités. Quelqu'un à lui seul cumule 3, 2, 4 postes et de hautes fonctions. Est-ce que c'est normal? Il sera performant à tous ces niveaux? Hein? C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, sur le plan moral, vous avez là dans notre administration des gens qui ont des registres de commerce. C'est des délits d'initiés. Quand on recherche la performance, on doit avoir un certain détachement. Lui-même, il s'envoie des marchés. C'est-à-dire qu'il est dans une posture d'après le droit, la déontologie. Lui-même ne doit pas avoir de marché, il ne doit pas avoir des registres de commerce. Et vous, quand vous allez aller fouiller, vous allez au-delà du prêtre, non, vous vous rendez compte que mais c'est le ministre qui est à l'agence de ceci, de cela, ou c'est le ministre lui-même au travers des prêtres, non, gagne encore des marchés. Donc, si c'est pas bien fait, ou c'est bien fait ou pas, c'est pas ça. C'est lui-même qui évalue. C'est lui le chef, c'est lui qui évalue, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui... On évalue même. Non, mais pour dire que puisque c'est lui qui a la fonction régalienne de contrôle, donc tant pis, si c'est pas contrôlé, bah, c'est lui qui répond de tout. Donc voilà dans le système kafkaïen dans lequel nous nous trouvons. Et Merci.